Chaque semaine, depuis plus de 18 ans, je lis le dernier chapitre du manga One Piece qui sort au Japon. Si vous avez rien compris à cette phrase, voici le manga sous forme de tome. Ce tome est composé de chapitres, et au Japon, le fonctionnement classique de publication est assez simple. Chaque semaine, l'auteur dessine un chapitre diffusé dans un magazine hebdomadaire. Si les retours sont bons, celui-ci peut ensuite être relié sous forme de tome. Voilà. Ce système qui fonctionne depuis les années 60 au Japon permet donc de lire de façon continue son œuvre favorite. Et si aujourd'hui ces chapitres ou scans sont disponibles légalement en ligne et en simultané pour les plus gros mangas, pendant des décennies, des équipes indépendantes de fans à travers le monde s'occupaient de traduire le plus rapidement possible ces chapitres pour les diffuser en ligne gratuitement. Cette pratique, appelée aussi scantrad pour traduction de scan, est devenue une véritable sous-culture du manga aujourd'hui, avec ses équipes, ses règles et ses controverses, car le scantrad est techniquement du piratage. Mais de mon côté, sans ça, j'aurais jamais découvert des centaines de mangas, et j'aurais clairement pas été aussi fan de One Piece aujourd'hui. Du coup, ça me fait poser une question, et même si j'encourage personne à pirater des œuvres culturelles avec cette vidéo, est-ce que le piratage, ça serait pas un super levier marketing pour la culture? Cette vidéo est en collaboration avec Split, l'application de co-abonnement. Merci à eux de soutenir mon travail et on en reparle juste un peu plus tard dans la vidéo. Commençons avec un exemple très franco-français. C'est le premier jour, on a le droit à l'erreur, ce n'est pas grave. Nous sommes en direct, ça se voit? Non mais faut rigoler, nous sommes là pour nous amuser. Soyez les bienvenus au Club Dorothée. Est-ce que vous vous souvenez du Club Dorothée? Alors pour les moins vieux d'entre vous, le Club Dorothée est une émission de télé diffusée sur TF1 de 1987 à 1997. Elle est aujourd'hui reconnue pour avoir été un des plus gros leviers d'influence culturelle autour de l'animation japonaise, en ayant démocratisé des animés comme Les Chevaliers du Zodiaque, mais surtout Dragon Ball et Dragon Ball Z. Elle a influencé des millions de jeunes français de l'époque et prenait une part très importante sur les temps d'audience chez TF1 pour les enfants. Mais, et c'est surtout important de le rappeler, elle est aussi connue pour avoir disparu des ondes publiques du jour au lendemain. En effet, et alors même que des millions d'enfants n'auront jamais la fin de Dragon Ball Z, l'émission s'arrête brusquement en 1997. C'est promis les copains, un jour on se retrouvera, j'ai promis, je ferai pas, ça y est. La raison, le producteur AB Productions commençait à devenir beaucoup trop puissant pour TF1, et les bruits de couloir du lancement d'un canal payant ABSat a fini par mettre fin à des années de partenariat. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est la conclusion. En quittant les chaînes publiques, ABSat est parti avec tout son catalogue d'animation japonaise. Et en 1997, ABSat y possédait tout le catalogue d'animation japonaise en France. Pendant presque 10 ans, à part quelques nouveaux animés servant principalement à vendre des produits dérivés, comme Beyblade, Pokémon ou Yu-Gi-Oh!, ce fut que le néant sur les chaînes gratuites. Sauf que, comme vous le savez, ce sera pas vraiment le cas. En tout cas, pas de façon légale. Si l'animation japonaise, c'est un cas d'école très particulier, et on verra ça plus tard dans la vidéo, je pense qu'il est plus intéressant, dans un premier temps, d'aller déconstruire les effets avérés ou réels du piratage sur la culture. Et malgré la quantité d'informations disponibles, on peut globalement résumer la situation sous 3 points. Premier point, le piratage c'est du vol. Deuxième point, le piratage nuit à la production d'œuvres culturelles. Et enfin, troisième point, le piratage tue l'industrie culturelle à petit feu. Super ambiance dans cette vidéo. Commençons par le premier point. Comme vous le savez tous maintenant, parce qu'il semblerait que tout le monde ait déjà téléchargé une œuvre piratée, le piratage est depuis des décennies assimilé au vol pur et simple d'œuvres culturelles pour les différentes industries. Parce que si on doit se demander si le piratage peut aider à diffuser une œuvre d'un point de vue marketing, il est important déjà de s'occuper de l'éléphant dans la pièce. Et, on y reviendra plus tard, je pense que le point le plus important derrière cette affirmation, c'est la peur, réelle ou irréelle, d'une perte d'argent massive pour les différentes industries. Et après avoir fait des recherches pendant des semaines, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'en sait absolument rien. Mais genre, vraiment pas grand-chose. Vous allez le voir, c'est assez nuancé. Et pour ça, on va commencer avec une des industries les plus médiatisées à ce sujet, la musique, et plus particulièrement de l'arrivée d'Internet avec un acteur que vous connaissez tous aujourd'hui, Napster. How many MP3s do you have on your computer? It's about 600. Maybe like 100 or something. 6 or 7,000. Napster. 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 Si Napster est aujourd'hui considéré comme le moment où tout a basculé en termes de volume de copies diffusées illégalement, mais aussi de législation, il est aussi un excellent exemple, parce qu'aujourd'hui on a bien plus de recul qu'en 99, sur l'impact du téléchargement illégal dans la musique, avec l'arrivée d'Internet. En faisant mes recherches, je suis tombé sur 2 articles assez similaires dans l'approche qui abordent ce sujet. Le premier de Stéphanie Bousse, qui date de 2009, et le second de Louis Paterno, qui date de 2014. Ce qui est intéressant à noter, c'est d'abord cette première affirmation de l'époque, un téléchargement égale une vente en moins. Si pour la FFIP et la RIAA, il n'y a aucun débat à avoir sur l'impact du téléchargement illégal sur l'industrie musicale, des études
plus nuancés tardent pas à arriver. En 2002, avec le rapport Jupiter Médiamétrix, en 2004, en 2012 et même en 2014, avec un rapport demandé par l'Europe elle-même. On pourrait aussi citer le livre d'Alexandre Bauman, L'impact économique du téléchargement illégal sur l'industrie de la musique. Et une chose est sûre, la situation semble bien plus nuancée qu'au départ. Si la crise de l'industrie au début des années 2000 est évidente, par la baisse drastique des ventes de CD, le rapport avec le téléchargement l'est beaucoup moins. En clair, si le téléchargement a pu avoir un impact sur l'industrie de la musique, c'est uniquement le CD qui en pâtit, et bien sûr en prenant en compte de nombreuses autres causes aussi variées que la fin du cycle commercial du CD, parce que le CD en fait était une pompe à fric pour les producteurs et les distributeurs, l'explosion des autres produits culturels avec Internet, la politique commerciale prédatrice de l'industrie du disque, en maintenant artificiellement haut les prix, le manque de variété en termes de production des grandes maisons de disques. On apprend ainsi que 25% d'albums en moins auraient été produits en 2000 par rapport à 99, et un point aussi intéressant qui est la vente de produits de contrefaçon, qui décolle entre 2000 et 2003, à ne pas confondre avec le partage de fichiers entre personnes. Bref, il y a pas mal d'arguments très spécifiques au marché du disque qui viennent sûrement tout aussi bien expliquer la chute rapide du CD. Et si Internet en est une des raisons, c'est loin d'être la seule. D'un point de vue très spécifique, en effet, il y a une crise du disque qui a impacté les majors. D'un point de vue global et de l'artiste, on peut pas aujourd'hui voir un impact à proprement parler. Aussi parce que le marché a continué à croître sur d'autres lignes de revenus, comme les concerts par exemple. Ed Sheeran dira d'ailleurs dans une interview de CBS « Je sais que c'est une mauvaise chose à dire, car je fais partie d'une industrie musicale qui n'aime pas le partage illégal de fichiers, mais le partage illégal de fichiers est ce qui m'a fait grandir. C'était des étudiants en Angleterre qui allaient à l'université et qui partageaient mes chansons entre eux. » Ok. Pour résumer, on revient au même point de départ, c'est-à-dire que ce premier argument, qui est qu'il y a un vol, donc qu'il y a une perte à proprement parler, finalement il repose sur pas grand-chose. Mais il y a un point qui est vachement important à soulever, je pense, qui est en fait l'évolution entre les différents formats de distribution et l'activité pirate dans la culture. Pour autant, pour le moment, même s'il n'y a rien qui nous indique qu'il y a des pertes, il n'y a rien qui nous indique, à part cette interview de Sheeran, qu'il y a un gain. Alors vous allez le voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Les firmes producteurs de disques ne touchent plus de royalties, elles ne pourront plus vous en verser non plus. Par conséquent... Oui, en ce qui me concerne, ça ne sera pas très grave parce que mon temps mes jours doivent être quand même un petit peu comptés. Mais ça peut être grave pour certains jeunes auteurs qui, sentant qu'ils ne pourront plus vivre de leur métier, parce que nous sommes quand même des artisans, je parle des auteurs, compositeurs, en font un autre. J'adore Georges Brassens. Mais sa dernière phrase nous amène à ma deuxième question. Est-ce que le piratage nuit à la production des œuvres culturelles ? En clair, est-ce qu'à cause du piratage, la production culturelle diminue parce qu'elle considère qu'elle a moins de chances d'être rentable ? Le piratage dans la musique, c'est quelque chose d'assez général, et en vrai, ça a commencé depuis très tôt. Ont commencé les cassettes, les fameux CD, ou ici, même DVD-R. Et alors, je vous ai même trouvé une petite pépite, le format mini-disque par Sony. Bon, c'est pas quelque chose qui s'est très démocratisé, mais très pratique, parce qu'on pouvait aussi graver dessus. Et ça va faire la transition parfaite. On avait déjà gravé la musique du manga One Piece, écrit Peace comme la paix, exactement. Bleach, Naruto, Air Gear, et le dernier, aucune idée de ce que c'est. Voilà. C'est un test. Bon, rien à voir, connaissant mon père, il a en effet gravé par-dessus Bob Marley. Mais bon, c'est toujours Bob Marley. Revenons à l'animation japonaise. Bon, vous en doutez, le départ d'Abe Productions et de son catalogue d'animés japonais, ça a créé un désert de l'animation japonaise en France. Si les chaînes publiques ont continué à ne pas en diffuser, c'est principalement par dédain culturel, mais aussi très certainement pour une raison encore plus simple, le Japon n'avait pas grand-chose à faire d'exporter ses animés. En effet, ce qui a été appelé par la suite le Cool Japan, ou le soft power japonais, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps au Japon pour être réalisé. Ça a pris d'ailleurs tellement de temps que les Sud-Coréens, eux, ils se sont pas trompés et ils sont allés à fond dedans. En clair, c'est assez simple. Si vous n'aviez pas le satellite entre 1996 et 2005, vous n'aviez accès à rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Pour ce qui est des gros shonen comme Naruto ou One Piece, faudra attendre 2006 pour le premier sur Game One, donc sur le satellite, et 2005 pour le second sur NT1. NT1 qui ne diffusera qu'une seule saison. On était alors dans une crise complète de l'accessibilité. Si quasiment personne n'avait le satellite en France, il y a quelque chose qui s'est démocratisé et que tout le monde n'a pas eu à ce moment-là, mais qui, je pense, mérite pas une vidéo, mais c'était juste pour l'anecdote, c'est les cartes satellites piratées, qui provenaient principalement du Maghreb. Alors,
Le piratage des réseaux satellites, mais aussi des réseaux cryptés, comme Canal à l'époque, c'est quelque chose d'assez vieux. Déjà, dès le début de Canal, des petits malins, des petits bricoleurs commençaient tout de suite à pirater. Je crois que dans mes souvenirs, il y avait même un plan de piratage, je vais essayer de vous retrouver ça, de le mettre là sur la vidéo, qui était proposé dans un Science et Vie Junior, que j'ai réussi à retrouver, qui expliquait aux gens comment décrypter le cryptage Canal+. Bon, entre-temps, ça s'est complexifié, mais c'était assez simple. Si au début, je vous parlais du scantrad, qui consiste à traduire les chapitres de manga papier en provenance du Japon, l'autre versant, le fansub, fonctionnait sur le même principe en sous-titrant des animés japonais. Et je peux vous dire que le fansub, jusqu'à l'arrivée d'une offre légale de qualité, ça a complètement changé la perception de l'animation japonaise à travers le monde. Parce que le point sur l'animation, il est vachement intéressant au travers de ses critiques. En effet, les traductions faites un peu à l'arrache ne rendraient pas à sa juste valeur la qualité de l'œuvre. Et ça peut être vrai, là-dessus il n'y a aucun problème. À l'époque, moi j'avais 9 ans, donc je pouvais pas m'en rendre compte. Le téléchargement illégal, par exemple, d'animés pose d'ailleurs une autre question. Si en plus de nuire à la production, le piratage en fait ne respectait pas non plus l'œuvre en elle-même. Alors si j'ai choisi l'animation japonaise, c'est pas pour rien. C'est parce qu'indirectement, il répond à ces deux questions. Parce que même si on peut critiquer la qualité de sous-titrage des œuvres japonaises via les équipes de fansub au début des années 2000, il y a bien une chose qu'on peut pas leur reprocher. Ça a été d'avoir amené un produit de la façon la plus brute possible. Alors que jusqu'alors, la France avait une stratégie d'adaptation un peu caricaturale, si on veut. On parlera pas des doublages complètement aux fraises, et d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. des adaptations de traduction lunaire de certains animés, ni du fait que les diffuseurs ne citaient même pas les créateurs originaux, comme Goldorak à l'époque, de la censure omniprésente, ou encore des reprises musicales du Club Dorothée qui ont certes bercé mon enfance, mais qui ne rendent pas du tout hommage à l'animé. Bref, on dépouille complètement une œuvre. Personnellement, au vu de mon âge, j'ai découvert Naruto dans la cour de récré. Alors là, je l'ai pas, j'ai pas réussi à le retrouver chez mes parents. Mais à l'époque, on se partageait d'énormes ranges CD flexibles dans lesquelles on mettait tous les CD. C'est là où je découvre un truc incroyable, la VO. Et je peux vous dire que la première fois, quand vous êtes petit, que vous entendez Naruto hurler Sasuke, c'est une expérience. Mais du coup, est-ce que le piratage peut aider à la diffusion d'une œuvre ? Eh bien, l'autre versant, le scantrad, est assez intéressant pour ça. Dans un article passionnant, l'auteur Jesse B, sur le média Du9, aborde l'impact du scantrad dans la progression du manga en France. Pour lui, et je cite, la scantrad apparaît pour combler des manques éditoriaux, qu'ils soient de l'ordre de la publication, donc les rythmes de sortie, de la traduction, mais aussi de la promotion d'œuvres et d'auteurs inédits qui ne se focalisent pas uniquement sur des succès télévisuels ou thématiques. On peut ainsi voir une sorte de guerre se mettre en place contre les scantrad par les éditeurs qui découvrent avec bonheur que les mangas papier ça se vend en fait. Je le cite à nouveau, avec la même logique de défense, on reproche aussi à la scantrad de révéler à l'avance, donc de spoiler, l'intrigue des ouvrages qui vont être publiés, et ainsi diminuer de façon notable leur vente. Outre le fait qu'il n'y ait pas de chiffres pour étayer de telles affirmations, ce serait oublier que l'édition de la bande dessinée a longtemps fonctionné comme ça. Et surtout que le manga au Japon fonctionne comme ça. Avant de conclure, pour l'éditeur, la scantrad devrait être au contraire perçue comme une chance. La visibilité de ces communautés dynamiques et prescriptives sont des atouts pour repérer et accompagner des modes, voire même essayer de les créer. La scantrad a non seulement créé une sous-culture, qui s'est développée très rapidement autour du monde entier, mais a permis de mettre en valeur des œuvres qui seraient jamais spécialement éditées sans ça. Dans leur livre Histoire du manga moderne, Mathieu Pinon et Laurent Lefebvre mettent en avant une interview assez parlante d'éditeurs à ce sujet. Karim Talbi, de l'éditeur Issan Manga, dit « Il y a 10 ans, certains mangas étaient publiés sur la foi du dessin, sans que l'éditeur ne comprenne l'histoire. Sauf qu'il y a 10 ans, c'était en 2012. Donc imaginez en 2002. Par exemple, avec des mangas, c'est qu'il y en a qui sont très moches. Il faut pas s'en cacher. Dans les mangas, je crois qu'il y a facilement 90% de la production qui ne vaut pas grand-chose sur le plan du graphique. On arrive donc au dernier point. Le piratage tue petit à petit la culture. Alors comme vous l'avez constaté, sur les deux derniers points, c'est un peu plus nuancé, ça, ok, on a compris. Maintenant, on peut se demander s'il n'y a pas un effet quand même global. Alors déjà, résumer la culture à une industrie, c'est un peu compliqué. Comme vous l'avez compris, il y a plein d'industries culturelles. Et même dans ces industries culturelles, il y a plein de spécificités, parce qu'en fait, c'est un marché qui est totalement fragmenté, tout simplement parce qu'il y a un truc qui s'appelle
le droit d'auteur. Et ce que ça entraîne derrière, c'est-à-dire les droits de diffusion, qui peut diffuser, comment on peut diffuser, automatiquement vous allez fragmenter le marché. Et donc rendre chaque situation bien spécifique. Mais vous allez voir, la finalité là-dedans, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus simple, c'est l'accessibilité. Du coup, on peut quand même se poser une autre question. Le but de la culture, c'est d'être accessible ou c'est d'être marchandé? Alors, chacun y verra ce qu'il veut, mais c'est assez intéressant à se poser. Avant de parler de ça, et vu qu'on parle de piratage, d'un point de vue marketing, on peut aussi s'intéresser à l'autre versant du piratage, parce que je trouve que c'est vachement intéressant, le marketing anti-pirate. En effet, depuis l'époque des cassettes et des premières campagnes de pub contre le piratage, jusqu'à aujourd'hui, tout semble montrer que non seulement le marketing anti-piratage, ça fonctionne pas, mais qu'en plus ça pourrait même être contre-productif. Un article de 2024, publié chez The Conversation, l'explique plutôt bien en 3 points. Le premier étant le décalage entre l'acte de pirater et la comparaison avec le vol. Les premières campagnes très identifiées dans ce sens n'ont par exemple aucun effet. Parce que non, voler une voiture, ce n'est pas télécharger un film gratuitement. Le deuxième est de montrer l'impact du piratage d'un point de vue de l'industrie. Industrie qui, comme vous l'avez compris, n'émeut absolument personne. Et enfin, la dernière est d'expliquer que tout le monde pirate. Si tout le monde pirate, quel est le problème? Je cite encore une fois, récemment, une expérience édifiante l'a encore montré, en cherchant à diminuer le vol de bois fossilisé, le parc national de la Petrified Forest, en Arizona, a en réalité conduit à une augmentation du nombre de vols lorsque les pancartes mentionnaient qu'un grand nombre de visiteurs volaient. Ce décalage avec les consommateurs est assez marqué au travers de nombreuses études, et montre surtout un vrai problème. Est-ce que le piratage répond pas à une problématique d'accessibilité ? Et du coup, quelle valeur on donne à cette accessibilité? Si on peut citer des histoires assez incroyables comme ce marché noir de vinyle sur radio médicale dans les années 50 en pleine guerre froide, d'autres cas plus mineurs et plus personnels sont tout aussi parlants. Est-ce que vous connaissez le jeu vidéo Digimon World, sorti sur PlayStation 1 à l'époque? Il n'y a aucune chance que vous le connaissiez. Digimon World, sur PlayStation 1, est sorti buggé. En gros, la version européenne pouvait ne pas être terminée. Tout simplement parce qu'il y avait un bug dans une ligne de code qui faisait qu'un script ne se déclenchait pas et qu'on ne pouvait pas avancer dans l'aventure. Ce jeu m'avait coûté 50 €. Finalité des choses, le jeu n'a jamais été redistribué et heureusement, en tout cas, qu'il y avait une version pirate qui circulait, qui fait que j'ai enfin pu terminer ce jeu presque 10 ans plus tard, donc avec un émulateur sur PC. Mais c'est un exemple typique, et en tout cas très personnel, où pour une fois le piratage m'a un peu sauvé la fin de quelque chose. C'est quand même pas mal. And in terms of piracy, so Game of Thrones, I guess, is the most pirated show on Earth at the minute. How does that make you feel? Winning! Dans l'univers du cinéma et de la série, on peut aussi retrouver ce problème d'accessibilité. Qui, à l'époque, aurait mis 1 € sur Game of Thrones? Bon, en vrai, pas mal de monde, parce que le budget de la série, c'était 20 millions d'euros. Mais Game of Thrones détient toujours le record de la série la plus piratée de tous les temps. Ce qui est impressionnant avec cette série, c'est son impact culturel ainsi que son développement pour la chaîne HBO. En 2013 déjà, Jeff Bewkes, le PDG de Time Warner, qui gère la chaîne HBO, disait qu'être la série la plus piratée était en fait peut-être mieux que gagner un Emmy Award. Le réalisateur David Petrarca admettait aussi que le piratage avait certainement généré un buzz culturel indispensable. Ce qu'ils disent moins, c'est que le budget publicitaire de Game of Thrones, depuis la première saison, a été réduit au maximum, tout simplement parce que le piratage s'occupait du reste. Et aujourd'hui, les séries HBO, comme Game of Thrones, passent d'un distributeur à l'autre, rendant le visionnage assez complexe. L'année dernière, c'était sur Prime Video, et actuellement, c'est sur Canal+. Bref, on retourne toujours à un souci de distribution et d'accessibilité. Ainsi, après des années de baisse régulière du piratage dans plus ou moins toutes les industries, les chiffres sont repartis à la hausse en 2022. Ce qui explique cette augmentation du piratage après des années de baisse, sûrement l'explosion des plateformes de streaming. Parce que si le modèle d'abonnement est arrivé en force dans l'industrie de la musique et que, vu que tous les acteurs proposent la même offre, ça a plutôt bien marché contre le piratage, dans le cinéma, le système de distributeurs fonctionne différemment. Et force est de constater que le modèle fragmenté entre les différents distributeurs rend la situation de moins en moins intéressante pour le consommateur. Et c'est d'ailleurs à ce problème auquel répond le partenaire de la vidéo, Split, avec 3 i. L'entreprise est aujourd'hui le leader sur le marché du co-abonnement. L'idée est simple, mais terriblement efficace. Si vous n'avez personne qui veut partager un abonnement avec vous dans votre entourage, vous pouvez le trouver avec Split. YouTube Premium, Spotify, Deezer, Canal+, et même des logiciels pro comme Canva. En partageant le coût de l'abonnement avec d'autres personnes, vous pouvez diviser les prix par 2, 3, 4, voire même 6 pour des plateformes comme Spotify par exemple.
Plus de 250 services sont partageables actuellement entre 1 million de membres, donc ça devrait pas être trop difficile de trouver quelqu'un. L'entreprise est française et vérifie toutes les étapes légales lors du partage d'abonnements, donc aucun souci en termes de sécurité. Et les comptes partagés ne sont que des abonnements multi-comptes, donc pas de mauvaise surprise entre utilisateurs. Bref, c'est une solution vraiment très pratique et surtout une alternative légale pour visionner du contenu en ligne. Merci à eux de soutenir mon travail, en plus ça fait pas mal écho à cette vidéo, et n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation en description pour bénéficier d'une remise de 3€ sur le premier abonnement. De notre côté, on retourne à ce petit bazar que sont les plateformes en ligne maintenant. Le jeu des droits de distribution, dans le monde du cinéma par exemple, c'est une véritable partie d'échecs entre les plateformes et les utilisateurs. C'est bien qu'un film ou une série peut aussi disparaître du jour au lendemain. Car c'est d'ailleurs un des points les plus importants du téléchargement. Certaines œuvres culturelles disparaissent purement et simplement de n'importe quel catalogue. Et si ce problème n'est pas nouveau, il se généralise de plus en plus. Un phénomène d'ailleurs que l'on peut retrouver aussi dans le marché du jeu vidéo. Ainsi, en 2023, on pouvait lire une étude américaine de la Video Game History Foundation qui indiquait que 87% des jeux vidéo parus avant 2010 n'étaient plus commercialisés aux États-Unis. Et par cela, on entend bien, ces jeux ne sont plus accessibles légalement et commercialement. Et si l'intérêt pécunier est évident pour les réseaux de distribution, les créateurs, les artistes, il n'y a pas de souci, leur rôle d'archivage et de mise à disposition de la culture doit l'être tout autant. Mais il faut être constater que c'est pas une priorité. Et pour mieux comprendre cette raison, pas le choix. On est obligé de faire un crochet vers le sacro-saint droit d'auteur. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, déjà parce que je suis pas juriste, mais aussi parce qu'en fonction des pays ou des zones géographiques, il peut largement différer d'un point de vue de durée ou de législation. Pour autant, l'idée générale reste la même, protéger les œuvres culturelles, et je mets bien entre guillemets culturelles parce que c'est assez large, et donc faire valoir leurs droits moraux, cette œuvre m'appartient X temps, et patrimoniaux, j'ai le monopole d'exploitation économique. Si son invention commence à remonter maintenant, elle a pas mal évolué ces 100 dernières années pour accompagner l'évolution de l'industrie culturelle, dans toutes ses formes. On pourrait citer par exemple la copie privée, qui est une exception et qui vous autorise en fait à faire des copies chez vous. Alors encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de prendre parti, loin de là, ni même d'encourager une pratique pirate. Parce que si on peut reconnaître son intérêt, il est aussi important de mettre en avant les problèmes que cela peut causer. Et le plus important, vous l'aurez compris, c'est la diffusion et l'accessibilité des biens culturels. Une étude assez complète de Paul J. Held en 2013 a essayé de voir le lien entre les effets des droits d'auteur aux États-Unis sur les livres et la disponibilité de ces œuvres sur Amazon. Et sans rentrer dans les détails, l'auteur l'affirme assez clairement, le droit d'auteur empêche une grande partie des livres publiés de se retrouver en vente et donc d'être disponibles pour le public. Le contrôle des œuvres par les ayants droit peut fortement limiter leur disponibilité, et une fois que celles-ci tombent dans le domaine public, tout le monde recommence à les exploiter. À la question « Est-ce que le piratage tue la culture ?» et par cette question on englobe quand même au sens large la disponibilité de cette dite culture, il est donc peut-être plus intéressant de se demander si le problème n'est pas un peu plus complexe que ça, et surtout pas un peu plus structurel que ça. Bon, faisons un point. Comme vous l'aurez compris, savoir si oui ou non le piratage est un super levier marketing, c'est compliqué, voire presque impossible. Si l'idée de ce sujet était dans un premier temps de déconstruire et nuancer les impacts négatifs du piratage sur la culture, et sur ce sujet je pense moi-même avoir un début de réponse et j'espère que vous aussi, ça ne nous dit pas non plus de façon claire et précise si les impacts peuvent aussi être positifs. Mais une chose est sûre, ils sont beaucoup moins négatifs qu'on aimerait le penser. Alors bien sûr, des exemples, il y en a des tonnes. Et si je vous ai cité des artistes comme Ed Sheeran ou des séries comme Game of Thrones, c'était pas pour rien. Parce que si on constate bien une chose, c'est que généralement les œuvres les plus piratées sont logiquement aussi les plus vendues. Le piratage a toujours été là. Et il semblerait bien que l'industrie culturelle ne pourra jamais en venir à bout. On pourrait se dire que c'est un vrai problème, et la réponse semble être non. Loin de là même. Parce que s'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que l'industrie culturelle, c'est une industrie, d'un point de vue macroéconomique et donc marketing, qui n'a pas de sens. Et quand je dis pas de sens, je dis bien que dans votre pyramide de besoins, et dans la mienne, elle est vraiment genre très haut. Et même si depuis des décennies les distributeurs ou autres ayants droit essayent de le structurer sur un modèle de coût, de rentabilité, force est de constater qu'on n'a rien créé de plus imprévisible aujourd'hui. Genre vraiment la bourse à côté c'est un placement safe quoi. Mais une chose est sûre, même si on ne peut rien prédire d'un point de vue marketing, le piratage lui semble presque toujours répondre à des problèmes de base du marketing de la part de l'industrie. Des problèmes de positionnement de prix, de facilité d'accès, de positionnement de l'offre, de marché disponible, de nouveautés, de pratiques prédatrices, etc., etc. D'un point de vue marketing, si le piratage est difficile à définir comme un levier, il peut être perçu en tout cas comme un indicateur, une sorte de jauge qui permet à l'industrie de se dire « bon, voilà, peut-être que là, on n'est pas foufou en termes d'offres ». Mais pour autant,
Je pense que même si la situation est très nuancée et contextuelle, faut pas rejeter en bloc ses effets sur la diffusion et donc sa capacité d'être un levier marketing comme un autre. Si j'ai choisi de ponctuer cette vidéo d'anecdotes personnelles, c'était aussi pour cette raison. Car même si j'ai pas de réponse claire à vous donner à la fin de cette vidéo, je pense sincèrement ne pas être le seul, loin de là, à avoir construit mes goûts culturels aujourd'hui, aussi grâce au piratage. Si aujourd'hui, ça fait plus partie de mes pratiques, pour diverses raisons, le manque de découverte culturelle avec l'âge étant sûrement la plus grande, je ne consommerai certainement pas ce que je consomme aujourd'hui sans ça.